Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine rétrospectif de l'actualité de la semaine sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine. Un numéro qui va bien sûr évoquer en fait de la semaine la suspension de Kako Nubukpo, l'économiste togolais qui a été suspendu par l'Organisation internationale de la francophonie pour ses positions sur le franc CFA. On évoquera aussi le sommet de Paris sur le climat, également le G5 Sahel, le congrès de l'ANC et la CEDEAO qui a un nouveau président de la Commission de l'Union africaine. On évoquera aussi par la suite la biométrie. Pour en parler, comme toujours, à ma droite, Alex Blériot-Momha, éditorialiste à Label Radio et Télévision. Bonjour. Bonjour Aziz. Et à ma gauche, c'est le directeur de la rédaction en centrale, Alex Georges Wenceslas Saboké. Bonjour. Bonjour Aziz, comment ça va? Ça va très bien, merci. Okay. Écoutez, c'est un lapsus qui montre bien que nous allons discuter de choses bien intéressantes. Pour commencer, eh bien, allons voir le fait de la semaine. Kako Nubukpo, j'ai bien prononcé le nom, économiste togolais et ancien directeur à l'Organisation internationale de la francophonie, a été suspendu pour ses positions sur le franc CFA. Alex Blériot-Momha. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains. Le discours ambiant sur la France-Afrique, un néologisme donné au rapport fumeux, d'autres diront mafieux, entre la France et les anciennes colonies africaines d'Afrique, tente à créditer la thèse selon laquelle c'est de l'histoire et des histoires désormais anciennes sous la France au pas de course d'Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas y croire sans totalement être convaincu d'ailleurs, tant que ça nourrit l'espoir? Force est cependant de se souvenir que les habitudes ont la peau dure et chasser le naturel, il reviendra toujours au galop, quitte à le revêtir de velours, et alors, tant pis pour les naïfs qui pensent qu'il suffit de le proclamer pour qu'un système enraciné, ramifié et tentaculaire disparaisse comme par magie. Loin de nous l'idée de douter de la bonne volonté et des bonnes dispositions de la génération Macron aux commandes de la Grande France, mais à l'épreuve des faits, on jugera, et à l'épreuve des faits, l'on s'interroge déjà et sur un rayon pour le moins inattendu, la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, association intergouvernementale, rassemble les pays du monde entier, Europe, Amérique, Asie et bien évidemment Afrique, unis par un certain nombre de valeurs partagées dont la langue française. Servir la francophonie et servir à la francophonie, pensions-nous, c'est se mettre au service du développement des pays concernés et de l'épanouissement de leur peuple dans un élan de solidarité agissante. Considéré ainsi, sauf à nous tromper lourdement, la francophonie ne devrait souffrir ou pâtir des actes de ses fonctionnaires que si ceux-ci trahissent les intérêts et idéaux propres à l'organisation intercontinentale. Sous cet angle, la suspension de l'économiste togolais et africain de renom et de talent, Kako Nubukpo, de ses fonctions à l'OIF du fait de son analyse partagée ou non sur le franc CFA, une thématique qui ne concerne en rien la francophonie, prise dans son ensemble, et de sa critique intellectuelle des propos du président français à Ouagadougou sur cette même thématique, très probablement inspirée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, interpelle. Dans l'un et l'autre cas, le fil rouge de cette sanction injuste et inappropriée se trouve être la France dans ses rapports et relais avec l'Afrique. Dès lors, qu'une organisation commune intercontinentale telle l'OIF se coule dans une embrouille d'intérêts post ou néocoloniaux d'un pays ou d'un groupe de pays fait en tout cas mauvais genre. Alors, messieurs, comment expliquer qu'une organisation telle que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, prenne des sanctions contre un haut fonctionnaire qui travaille en son sein, alors même qu'il n'a pas, bien sûr, évoqué de sujet en rapport direct avec ce dans quoi il exerce? Ce n'est pas justement nous, Aziz, qui pouvons expliquer cela. Nous nous étonnons d'ailleurs que quelqu'un soit suspendu pour des motifs qui n'ont rien à voir a priori avec ses missions au sein d'une organisation intergouvernementale, intercontinentale comme l'OIF. C'est pour cela que la sanction pour cet intellectuel africain, cet agrégé d'économie, n'est-ce pas, connu partout, surprend
beaucoup d'observateurs. On s'étonne que des intelligences de cet acabit soient traitées de cette manière. On dirait qu'on veut embrigader l'intellect, qu'on veut embrigader les penseurs, ceux qui doivent penser le monde, et s'ils aident à penser l'Afrique aujourd'hui, alors c'est là toute la question. Comment est-ce qu'un professeur qui se prononce en économie, qui se prononce sur une thématique aujourd'hui au centre des discussions, des débats internationaux, en tout cas en Afrique, le franc CFA, puisse être bousculé tout simplement parce qu'il a une analyse qui est différente des autres. La question est là. Finalement, critiquer, avoir des positions critiques contre le franc CFA n'est pas anodin. Oui, on le voit que ça pose problème. Il y a une petite chose déjà qu'il faut corriger, parce que tout à l'heure, vous avez dit l'ancien directeur de l'OIF. Bon, c'est pas encore... il n'est pas encore ancien directeur, il est directeur suspendu. Il n'est pas encore démis de ses fonctions, il est suspendu. Alors, cela veut dire que la contradiction n'est pas de mise. Dans la façon de fonctionner de l'OIF, il y a la démocratie. On prend en compte désormais la démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle de pluralité des opinions. Cela veut dire qu'on peut avoir des opinions contradictoires. Et donc, là, vraiment, ce n'est pas le son qui transparaît de l'OIF semble ne pas être le bon son, parce qu'on a l'impression qu'il faut aller dans une seule ligne. Et quelle est cette ligne d'ailleurs? Est-ce qu'elle a été définie? Et puis quand il y a quelqu'un qui s'en prend au franc CFA, pourquoi doit-on le suspendre? Mais finalement, qu'est-ce qui a bien pu gêner dans les propos de Kako Nubukpo? Mais nous continuons à nous poser cette question, et à la Belle on se pose cette question. Une fois de plus, le franc CFA, ce n'est pas une thématique de la francophonie. La francophonie ne gère pas la monnaie d'aucun pays. La francophonie, c'est beaucoup de pays. Il y a les Belges, il y a les Canadiens, il y a les Africains, il y a des Asiatiques, des Cambodgiens, différentes monnaies. Alors pourquoi parler de monnaie d'un groupe particulier de pays? Et même au sein de ce groupe particulier de pays, tout le monde n'a pas la même analyse, même y compris parmi les chefs de gouvernement. C'est pour ça qu'on se pose la question, pourquoi au nom d'une thématique qui n'a rien à voir avec l'émission de la francophonie, on peut sanctionner un fonctionnaire de cet acabit? Et Georges Aboké, il y a eu une brouille entre cet agrégé d'économie et le président Alassane Ouattara, parce qu'il se dit qu'il y a eu un échange entre les deux hommes. Bon, pas vraiment un échange, mais c'est plutôt Alassane Ouattara qui a eu à interpeller lors des assises des assemblées générales des Nations Unies, qui a eu à interpeller la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, en lui disant « Mais qu'est-ce que ce monsieur continue de faire au sein de l'OIF alors qu'il a ce genre de position ?» Bon, c'est une injonction. Comment on va prendre cela? En tout cas, c'est une question. C'est une injonction? Oui, mais on peut se poser la question. Et on s'étonne d'ailleurs qu'un chef d'État africain, il est suspendu. Qu'un chef d'État africain puisse interpeller le chef d'une organisation élue par un ensemble de pays pour lui demander, mais qu'est-ce que... En réalité, on se retrouve une fois de plus là où des gens pensent qu'ils ont la main mise partout parce qu'ils sont en posture de chef d'État, mais ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, et c'est même on peut dire que c'est pas compréhensible. Et même qu'on peut être en Côte d'Ivoire et avoir des points de vue différents. Voilà. Donc, effectivement, ça pose problème, Et puis, ce n'est pas que ça. En réalité, là encore, on peut se poser la question sur la personnalité du chef de l'OIF aujourd'hui. Alors, c'est d'abord le président Alassane Ouattara, mais l'autre chose, on parle également... Alors, quand on voit... Est-ce que finalement, Kako Nubukpo n'est pas astreint à un droit de réserve en tant que haut fonctionnaire? Justement, il a fait prévaloir la liberté d'expression qui lui permet de dire ce qu'il pense. En le recrutant, le savait, il a montré, il avait déjà même commis des livres, des écrits par rapport à... Tout le monde connaît ses positions par rapport à cela, et il n'a jamais dit que parce qu'il est recruté, il ne va plus parler. Ça a été perçu comme une forme d'indiscipline? Bon, le dernier point là, ce qu'on pourrait qualifier de goutte d'eau, c'est que quand Macron est allé
au Burkina Faso, il a fait un grand discours sur le nouveau type de relation qui va prévaloir désormais entre l'Afrique et la France. Kako Nwupo a traité Macron il a traité en tout cas les propos de propos imprécis, de déshonorants pour les dirigeants africains, et il a même dit que la position de Macron sur le franc CFA était une position imprécise et caricaturale. Donc il a dit, c'est cela qui a été, semble-t-il, la goutte d'eau qui a débordé. Et quand on sait que le président Macron a mis sur pied un cabinet, un conseil présidentiel fait d'Africains, entre guillemets, bref, fait d'Africains, alors on peut comprendre que ces propos sont inspirés par les suggestions de ce conseil présidentiel africain. Et là encore, on voit que c'est des relais qui n'ont pas changé grand-chose par rapport aux pratiques qu'on semble vouloir dire aujourd'hui qu'il n'y en a plus, la France-Afrique. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que la mainmise ou le fait de toujours vouloir en imposer à l'Afrique, dès qu'on a une autre tonalité, une autre voix, alors il faut que la France, si elle se sent gênée, ou un dirigeant de la France se sent gêné, il faut que les sanctions tombent. Et c'est que ça peut tomber dans un pays, ça regarde, mais dans une organisation internationale, ça fait mauvais genre. Alors, en tout cas, on connaissait bien ses positions. C'est-à-dire, il avait écrit son livre, c'est vrai que son livre est paru après sa nomination, mais n'empêche que l'on connaissait ses positions. Il avait ses positions claires, nettes et précises sur le franc CFA. Et donc, son livre paraît plus tard. Naturellement, quand vous faites un livre, vous organisez la promotion. Il organise la promotion de son livre. Il passe dans les médias, il parle, il dit ce qu'il pense. Et tout ça, ça pose problème. Et pourtant, on l'avait engagé, on l'avait embauché en tant que directeur de l'économie de la francophonie. Sachant qu'il avait toutes ses positions. Et puis maintenant, pourquoi ça dérange? Pourquoi ça gêne maintenant? Et puis il faut dire aussi qu'il a eu à soutenir Kémy Séba. Voilà. Ah oui, Kémy Séba qui est une sorte de mal-aimé. Ça fait un peu beaucoup. Ouais. Qui est une sorte de mal-aimé dans les... Et si en ce moment il est suspendu, comme nous le précisions pour l'instant suspendu, ça veut dire que si on lève sa suspension et il reprend service, lui ne changera pas dans sa démarche, il faut bien que ce soit clair. Et on rappelle à nos téléspectateurs, justement, en parlant de Kémy Séba, que c'est le président de l'ONG Urgence panafricaniste qui est engagé dans la lutte anti-franc CFA. Ouais. Donc on va retenir que Kako Nwupo ne perd pas grand-chose. Mais il y a de grandes questions. Même s'il arrivait, qu'il ne réintègre pas son poste au sein de l'OIF. Il garde ses positions. Mais là où on est un peu surpris, c'est que depuis que cette suspension a été annoncée, il y a pas eu beaucoup de réactions, notamment sur le continent africain. Et ce qui semble toujours difficile à avaler, c'est que souvent les coups d'épée arrivent des pays africains. On se souvient que Kémy Séba, il a été expulsé du Sénégal. Maintenant là, c'est un Africain encore qui prend des coups. Oui, mais est-ce que ce n'est pas par rapport à la position des États sur le franc CFA? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'alignement systématique? On continue de dire que le franc CFA n'est pas la seule monnaie qui est prise en compte dans le cadre de la francophonie. Il y a le dollar canadien, puisque le Canada est il y a le franc belge, enfin ils sont à l'euro, d'accord. Etc. Il y a tout ça. Donc, il y a quelque chose mais au-delà de ça, je pense que même... Le franc suisse plutôt. Pas le franc suisse, voilà. Ouais. Mais je pense même que M. Kako, ce n'est pas sa personne ou sa carrière qui l'intéresse. Il faut voir au-delà de ça les rapports. Ça, c'est maintenant la question de rapport entre l'Afrique qui se veut indépendante, qui veut gagner son autonomie, qui revendique partout en ce moment, on le clame un peu partout, que l'Afrique aux Africains, que l'Afrique règle ses problèmes. Mais voici que c'est une injonction pratiquement, même s'il y a un soutien des pays africains. Mais c'est pour ça, une fois de plus, qu'il faut, on voit bien qu'il y a des proclamations, mais ce n'est pas demain la veille qu'on va rompre, ou que les gens ont envie de rompre définitivement avec le lien ombilical avec la France. Mais alors qu'on voudrait proclamer des rapports... Alors, est-ce que cela veut dire que Macron dit une chose et puis dans la pratique, c'est complètement le contraire? C'est des questions qu'on se pose. Alors, la question reste entière. Nous poursuivons. Actu 7 avec cette fois un autre rendez-vous, le One Planet Summit de Paris. C'était
les 2 ans de l'accord de Paris sur le climat, les conclusions et les perspectives dans ce sujet. Le financement de la lutte contre le réchauffement climatique a été la principale question du One Planet Summit qui a réuni à Paris les chefs d'État, d'entreprises et d'organisations internationales. Le Gabon, par la voix de son président Ali Bongo Ondimba, a pris une part active à ce grand rendez-vous. Invité par le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a annoncé la contribution du Gabon à hauteur de 500 000 $ pour l'initiative africaine sur l'adaptation. Les ministres gabonais de l'économie et de l'environnement se sont exprimés sur la contribution du Gabon. Cette contribution de 500 000 $, c'est pour permettre de mettre en place des outils, absolument, dans le cas de l'Afrique, afin de profiter, afin qu'il y ait un effet de levier en ce qui concerne l'utilisation des fonds mis à disposition dans le cas de la lutte contre le changement climatique. Il est temps d'agir très vite et au quotidien. Il faut donc louer l'initiative prise par le président de la République lorsqu'il a annoncé la contribution du Gabon à une hauteur suffisamment élevée pour mettre en place effectivement l'initiative africaine sur l'adaptation. Le temps est à l'action. En marge de ce sommet sur le climat, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui est très engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà, on a vu les images, le Gabon, justement, dont le président Ali Bongo Ondimba est à la tête de la coordination des États africains, vient de montrer l'exemple en mettant sur la table 500 000 $, 250 millions, ce qui n'est pas toujours apprécié par l'opinion, parce qu'on entend des choses qui se disent ça et là. Quelle opinion? Mais il s'agit de l'opinion nationale, bien sûr. Mais ici, gabonaise. De l'opinion gabonaise. Voilà, alors il est le chef d'État gabonais, mais il est le président, vous l'avez souligné, il a un mandat de tout un continent en matière de climat. Ici, il agit en tant que représentant de l'Afrique dans cette thématique sur le climat. Et c'est un bon capitaine, nous pensons humblement, que le président puisse montrer à ses frères africains qu'il faut agir en attendant qu'on nous assiste, faisons le minimum que nous pouvons faire nous-mêmes déjà pour essayer de nous organiser. Et il donne le ton avec cette mise. Je pense que ça ne peut être que bon, ça va inspirer certainement les autres. Et puis, mais pense très sincèrement, il y a un objectif quand même de près de 100 milliards de $ à atteindre d'ici à 2020. C'est réaliste? Il donne le temps en tout cas. C'est réaliste? Est-ce que les pays africains ne peuvent justement dans cet engagement pour la préservation de la nature ne compter que sur les subventions des pays riches? C'est-à-dire, comme on l'a dit, il ne faut pas oublier qu'il ouvre la voie. Il ouvre la voie dans laquelle les pays africains doivent s'engouffrer, j'allais dire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le Gabon lui-même, si on parle du Gabon, le Gabon il a une position particulière par rapport à la préservation de l'environnement, du grand écosystème dont on parle. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que parmi les 50 pays les plus touchés en matière de changement climatique, il y a 30 pays africains. Cela veut dire qu'il faut que les Africains, d'abord, prennent conscience de cet ensemble de situations. Et puis, il faut aussi qu'eux, d'abord, ils suivent celui qui est à la tête de leur coordination, mais de cette façon qu'ils poussent les autres, justement, qui sont les plus grands pollueurs. On dit que les plus grands pollueurs doivent payer le plus. Donc, ceux qui sont les plus grands pollueurs, à payer selon, en tout cas de façon proportionnelle à ce qu'ils... Les Américains se sont retirés sous le président Donald Trump de l'accord de Paris. Mais justement, Donald Trump... C'est quand même une forme de boycott. Oui. Boycotter, il boycotte quelque chose qui concerne pour tout le monde. D'ailleurs, l'ancien gouverneur de la Californie, Schwarzenegger, qui était là, alors a bien dit que Donald Trump s'est retiré, mais ce n'est pas l'Amérique qui s'est retirée. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont parfaitement pour l'accord de Paris et pour lutter contre le réchauffement climatique, pour le réchauffement de la Terre. Donc par conséquent, nous pensons que c'est vrai, le retrait officiel des États-Unis, ça a donné, ça a coupé un peu
l'enthousiasme de tout le monde et ça a une marque sur le financement de ce budget sur l'adaptation au changement climatique. Mais c'est pour ça que le sommet de Paris a été organisé pour essayer de remobiliser tout le monde. Et en remobilisant tout le monde, il n'y a pas un seul pays qui doit rester en marge, Alors, y compris les pays africains. Oui, il y a 12 engagements forts. Hein, et parmi ces 12 engagements forts pris à Paris, il y a la décision pour la Banque mondiale de ne plus soutenir, de ne plus financer à partir de 2019 les industries pétrolières et gazières. Est-ce que c'est tenable là à court terme? Oui, mais on pousse les uns et les autres à faire attention, d'abord à prendre conscience de la situation qui prévaut, et puis ensuite à les amener à avoir le comportement adéquat par rapport à cette situation. On a vu que les choses vont plus vite que l'on ne le pensait. Il faut faire en sorte que le réchauffement de la Terre soit maîtrisé et n'aille pas comme il va au rythme actuel. Et donc, ça fait partie des... Mais pourtant, l'année 2017 a été l'année la plus chaude selon les spécialistes. Mais voilà, peut-être que 2018 va être encore plus chaud, on ne sait pas. Donc, il faut faire en sorte que ce réchauffement soit ralenti. Et la Banque mondiale, c'est une très importante position prise. Ne pas une source d'argent pour tout le monde, c'est la Banque mondiale, pour ne pas financer des secteurs polluants comme les industries pétrolières et gazières. C'est important, ça voudrait pousser tout le monde, ceux qui recherchaient de l'argent auprès de la Banque mondiale, alors à se lancer véritablement dans les énergies renouvelables. Donc c'est une façon d'amener tout le monde à s'engager dans cette bataille pour permettre que le monde de demain, n'est-ce pas, que les enfants de demain puissent vivre dans un monde où l'atmosphère soit respirable. Oui, et puis les États-Unis peuvent avoir cette position. Sur ce problème, on voit que les États-Unis sont de plus en plus isolés. Et puis Donald Trump, il est là pour 4 ans. Il n'est pas là pour toujours, il n'est pas là définitivement. Et donc certainement que le prochain président américain va voir les choses d'une autre façon. La preuve avec celui qui était là auparavant, Barack Obama, eh bien, lui, il était pour tous ces engagements-là. Et comment il s'appelle, Donald Trump, il arrive, il met les pieds dans les plats. C'est pas la bonne disposition quand on sait que les États-Unis sont un pays grand pollueur. Alors, il faut quand même, avec la Chine. Il faut quand même souligner, malgré toutes ces difficultés, qu'il y a sur le continent des pays africains qui sont bons élèves en matière d'utilisation, de transition vers les énergies propres. On a par exemple le Kenya et peut-être certains autres. Le Kenya est sur une très bonne lancée. Non, tout le monde doit s'y mettre, chacun à sa façon, peut-être avec ses méthodes, mais tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde, parce que même subissant, il y a quand même des petites choses que nous faisons au quotidien en Afrique qui participent de ce dérèglement climatique et environnemental. Donc chacun a balayé devant sa porte. Si le Kenya balaye un peu mieux, il faut demander. Et d'ailleurs, la mise en place des structures comme nationales au Gabon, comme un peu partout dans d'autres pays, pour essayer d'adresser les enjeux climatiques, vise à trouver des solutions endogènes, n'est-ce pas, pour pouvoir faire le minimum qu'on puisse faire à son niveau, en attendant que ce qui est global pour tout le monde puisse être réalisé. Et il y a la destruction de la mangrove dans certaines presqu'îles, notamment si on prend le cas de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, où la mangrove a été détruite là-bas par certains industriels qui avaient à cœur de lancer un projet. Et jusque-là, justement, les conséquences de cet acte-là, les populations riveraines les vivent au quotidien. On a aussi à Grand-Laou, justement, l'avancée progressive de la mer. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire, justement? Il y a des initiatives qui sont prises pour... La première chose, c'est prendre conscience de la gravité de la situation. Ça, c'est la toute première chose. Et puis, quand on est bien conscient de la situation, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une situation qui a lieu quelque part dans le ciel. Non, elle a lieu là, on la vit chaque jour. Certains disent qu'aujourd'hui, il est difficile de distinguer
distinguer les saisons. Alors que l'agriculteur, par exemple, on lui dit, bon, là c'est la saison sèche, là c'est la saison des pluies, et il tient compte de ces éléments-là pour engager ses travaux. Et donc aujourd'hui, il y a un dérèglement qui est là, qui est palpable, qu'on touche, qu'on vit et qui a des effets. On dit que l'Afrique doit se développer à partir de l'agriculture, mais comment l'Afrique le ferait-elle si elle ne maîtrise pas toutes ces questions-là? Et cette année, par exemple, ça fait partie des conséquences de ce dérèglement environnemental mondial. Donc l'Afrique vit ça. Nous avons connu tout au long de cette année les inondations. Des inondations, des catastrophes. De tout genre. Les inondations, alors, quand même, dans la plupart de nos villes, est-ce qu'elles ne sont pas parfois dues au manque de canalisation, aux canalisations bouchées? Ça, c'est un problème de gestion urbaine, mais néanmoins... Mais c'est l'avancée de la mer. Ouais, voilà. Donc c'est l'avancée de la mer. Et vous passez à un endroit, vous revenez là 2 mois plus tard, j'ai dit bien 2 mois, vous voyez que la mer a bouffé une bonne partie des terres. Et donc, c'est des choses palpables, visibles. Donc, il faut faire attention. Très bien, messieurs, il faut faire attention, en tout cas pour laisser justement à la postérité mais c'est pour ça que aux générations actuelles. C'est pour ça que le financement de l'adaptation au changement climatique est important. C'est pour de cela que les questions, ça ferait en sorte que les populations qui subissent là puissent se reconvertir dans la méthode ou dans les méthodes culturelles, dans sa façon de vivre, de cultiver, de produire. N'est-ce pas? Pour qu'on ne reste pas dans ce chemin, parce que sinon, on va rester dans ce chemin. Et puis pour donner sa contribution financière dans cette affaire-là, il ne faut pas avoir fini de régler tous les problèmes nationaux. C'est pas... c'est un peu ce qu'on a entendu. Oui, tel problème n'est pas réglé, tel autre problème n'est pas réglé, ceci n'est pas fait. Mais si on attend de régler tous les problèmes au plan national... Vous pensez que tout le monde pourrait faire face pour pouvoir faire face à ce genre de difficultés. Non, il faut que les gens comprennent les enjeux et puis les problèmes nationaux sont des problèmes nationaux, certes des problèmes auxquels il faut donner des réponses nettes, mais en même temps aussi il faut regarder ce qui arrive comme une sorte de boomerang. Voilà. Très bien, messieurs. Donc on va avancer pour aborder maintenant la situation de la sécurité dans le Sahel avec la lutte contre le terrorisme et la force du G5 Sahel qui a une bouffée d'oxygène avec un apport important de l'Arabie Saoudite. Lundi prochain, un avion cargo transportant des armes de guerre et des munitions en provenance de Russie devrait atterrir à Bangui. Ce sera la première livraison d'une série de 3 planifiées pour décembre 2017, février et avril 2018. C'est le résultat de la levée partielle de l'embargo sur les ventes d'armes à la République centrafricaine, réclamée depuis septembre dernier par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, appuyé par le président Ali Bongo Ondimba du Gabon. Mais il a fallu l'intervention de la Russie cette semaine, se positionnant en même temps comme vendeuse pour faire plier le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour autant, la demande russe n'est pas passée comme lettre à la poste. Avant de voter l'exemption, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, membres permanents du Conseil de sécurité comme la Russie et la Chine, ont exigé des précisions sur l'encadrement de cette vente. On sait maintenant que 2 bataillons totalisant 1300 hommes déjà formés par l'Union européenne seront équipés avec ces armes. La Russie a aussi proposé d'entraîner l'armée centrafricaine à leur utilisation, tout comme elle a promis une sécurité renforcée sur les entrepôts. L'embargo sur la vente d'armes à la République centrafricaine a été imposé en 2013 quand une coalition pro-musulmane dénommée Seleka a renversé le président François Bozizé, entraînant la réplique des milices pro-chrétiennes connues sous l'appellation anti-Balaka. Depuis lors, le pays est embourbé dans un conflit d'une rare violence qui a déjà fait des centaines de milliers de morts, plus de 600 000 personnes déplacées et 500 000 réfugiés dans les pays voisins. Bonne moisson pour le G5 Sahel à l'issue du sommet du 13 décembre à Paris. L'objectif de mobiliser au moins le budget de démarrage évalué à 250 millions d'euros a été atteint et même légèrement dépassé. L'Arabie Saoudite a mis 100 millions dans la cagnotte, les Émirats Arabes Unis 30 millions. L'Union européenne et la France avaient déjà misé 50 millions et 8 millions respectivement, dont une partie déjà décaissée sous forme de matériel et d'appui logistique. Washington a promis 60 millions de dollars directement aux pays concernés qui eux-mêmes doivent contribuer à hauteur de 10 millions d'euros chacun.
En ce mi-décembre 2017, la comptabilité de la force africaine anti-djihadiste affiche donc 280 millions d'euros. Il est vrai que pour les 5 pays africains initiateurs du G5 Sahel, cette estimation européenne, pour ne pas dire française, de 250 millions d'euros est en dessous des besoins. Le sommet du 13 décembre s'est tenu dans un contexte où la paix et la sécurité au centre du Mali et dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, sont de nouveau mises à rude épreuve avec une recrudescence des attaques terroristes. Il faut craindre le pire, a laissé entendre récemment le président nigérien Mahamadou Issoufou. Sur le terrain, la situation évolue très vite, a indiqué pour sa part le Tchadien Idriss Déby. Reste à s'interroger sur l'impact de l'absence de l'Algérie à tous ces sommets, sur les solutions de sécurité et d'instabilité au Sahel. Le pays de Abdelaziz Bouteflika est en effet un acteur essentiel et incontournable dans la région. Une autre réunion de planification et de soutien au G5 Sahel est prévue le 23 février 2018 à Bruxelles, en Belgique. Le G5 Sahel vient bien entendu d'avoir un soutien très important de l'Arabie Saoudite. On peut considérer maintenant que la force va être opérationnelle? Oui, mais déjà à ce niveau, c'était le montant du budget pour le démarrage, donc la première année. Donc on peut penser que dès l'année prochaine, n'est-ce pas, si cette somme qui est annoncée partout est maintenant mobilisée, décaissée, alors dans tous les cas, dès à présent, on peut dire que 2018, la force devrait être effectivement opérationnelle. Hein. Oui, bon, mais là aussi, ça va être fonction de la transparence, n'est-ce pas, de la gouvernance, parce que encore que l'argent doit pouvoir être bien utilisé. Je pense que ici, quand même, c'est quand même beaucoup de pays qui ont mis, et la thématique est trop importante pour qu'on s'amuse sur ce genre de questions. Je pense que l'opérationnalisation de la force de G5 Sahel, à travers ces moyens, ne devrait pas souffrir de nos méthodes de gestion un peu en Afrique. Il y a les gens qui ont mis de l'argent là-dedans, je pense que les garde-fous sont pris pour cela, on ne peut pas s'amuser là-dessus. Vous vous amusez, c'est la vie de vos citoyens, c'est votre propre existence que vous mettez en cause si on s'amuse là-dessus. Donc, mais à côté de ça, il y a quand même que les organisations dites terroristes arrivent à trouver des moyens de se faire de l'argent. Justement dans les différents couloirs qui leur sont offerts. Parce que ces organisations-là arrivent à trouver les moyens de se financer en recyclant par exemple des armes, en revendant des armes, en revendant un certain nombre de choses. Il y a tout un trafic autour. Mais bon, ils ont prévu également endiguer ces différents trafics. Oui, mais sur le terrain. Pour couper les vivres au Sur le terrain, il y a le trafic soft qui s'est fait de banque à banque ou des jours là, c'est autre chose. Mais je pense que toute la stratégie vise à utiliser les moyens de terrain, c'est-à-dire les combats de terrain, pour éradiquer physiquement les menaces terroristes sur le terrain. Mais ce qui entoure tout l'environnement de ce trafic et de cette nébuleuse terroriste, je pense que les experts, les spécialistes, les stratèges qui ont en charge ces questions n'ont pas perdu de vue que les sources de financement, les sources d'approvisionnement en armes, les sources de financement de ce groupe pour acheter les armes, toutes ces sources doivent être traquées, éradiquées pour venir à bout des forces du mal. C'est pour ça qu'il y a une bataille, par exemple, qui va contre le blanchiment de l'argent. Il faut traquer le terrorisme dans tous ses recoins. Et donc, ces sources d'approvisionnement sont multiples. Et donc, mais d'abord, il faut quand même mettre en place les forces. Les forces, parce qu'il y a, comme Alex le disait, il y a déjà sur le terrain, même qu'il faut être présent, qu'il faut combattre tout ce qu'il y a comme action terroriste, mais par la suite, tout autour, il faut pouvoir arriver à fermer tous les robinets. Et donc, parmi ces robinets, il y a le blanchiment. Alors, en parlant de terrorisme, l'argent des crimes, l'argent de la drogue, l'argent des armes. En parlant de terrorisme, c'est une parenthèse. Il y a eu à Libreville, samedi à la mi-journée, 2 Occidentaux qui ont été attaqués par quelqu'un dont on ne sait pour l'instant pas les motivations, 2 personnes qui ont été poignardées. On n'a pas plus d'informations, mais bon, là quand même, il y a
des questions à se poser. Non, il s'est même exprimé. Hier encore, mais il se serait exprimé, il aurait dit qu'il a fait ça, il ne nie pas qu'il a fait ça pour réagir, n'est-ce pas, contre la décision de Trump de faire de Jérusalem l'ambassade de la capitale d'Israël. C'est pour cela que pour lui, le blanc, c'est Trump. Bref. Voilà comment il explique un amalgame malheureux. C'est pour ça que le ministre qui s'est prononcé là-dessus, le ministre de la Justice, qui s'est prononcé là-dessus, a dit qu'il faut absolument éviter d'amalgame, amener toutes les populations gabonaises au calme, mais le terrorisme il rôde alentour. Mais déjà, pour ce terrorisme dont on parle au G5 Sahel, vous savez, c'est un vaste territoire de no man's land. Alors, un territoire entre le nord du Mali, le sud du Burkina Faso, le nord du Tchad, toute cette bande, c'est plus de combien, ça fait 5 à 6, 7, 10 fois la France. Alors, vous pouvez contrôler ce genre de zones comment si vous n'avez pas les moyens de traquer, les moyens aériens. Mais est-ce que cette lutte-là ne doit pas se faire aussi et d'abord au niveau idéologique? Parce que ce sont des personnes qui ont une certaine idée de la pratique de l'islam qui n'est pas toujours en phase avec les textes, bien entendu. Ces personnes-là pourraient être, à travers un investissement dans la bonne éducation, être repêchées. Oui, mais c'est une action multiforme. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on met de l'argent dans les armes, etc., il faudra en mettre aussi dans la formation, dans la sensibilisation, dans la prise de conscience. Mais absolument d'accord avec vous. Et puis, bon, il ne faut pas oublier que des fois, il y a des actes isolés. Mais les actes les plus difficiles à contenir, c'est ceux qui sont pensés et réfléchis, organisés par comment je veux dire ça, pour faire de la tautologie, par des organisations bien en place, des fois avec beaucoup de moyens, de grands moyens. Donc il faut en face la même chose, sinon plus, pour pouvoir éradiquer le fléau. Et puis il faut dire qu'un pays qui est bloqué, qui est face à d'innombrables questions de sécurité, a du mal à se développer, ne peut même pas se développer parce que il faut régler d'abord ces problèmes-là avant de penser au développement. Sans avoir réglé ces problèmes, il n'est même pas question de pouvoir se développer et ça bloque. Et on le voit, on a vu comment les actes terroristes au niveau du Nigeria, du Cameroun, du Mali ont fait reculer d'une certaine façon d'une façon certaine. Oui. D'une façon certaine. Oui. Et c'est une passerelle qui nous mène à la Centrafrique. La Centrafrique qu'on a vue tout à l'heure, avec la situation sécuritaire qui est aussi alarmante. Et maintenant, cette mesure de lever partiellement l'embargo sur les armes. Est-ce qu'elle arrive, cette mesure, à propos? Oui, moi... Elle arrive à temps, j'allais dire. À temps, d'ailleurs, c'est demandé depuis longtemps, mais justement pour faire la passerelle entre votre question précédente sur une lutte idéologique, voici qu'en Centrafrique, c'est un terrorisme interne, n'est-ce pas? Donc, vous voyez là que ce n'est pas des gens qui peuvent utiliser mal la religion à des fins nébuleuses. Il ne faut pas confondre parce que ce n'est pas des guerres de religion, ni des civilisations. C'est des gens qui optent ça et veulent propager une idéologie du terrorisme sous le label de l'islam, ce qui n'en est pas du tout question. Et quand il faut revenir sur la Centrafrique, voici des frères d'un même pays qui depuis 4 ans se déchirent, ont plongé leur pays dans le gouffre. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes mortes, des centaines de milliers de personnes réfugiées, déplacées à cause malades, tout cela. Donc, depuis un bon temps, c'est un État néant, la Centrafrique aujourd'hui. Alors, je venais de lire une dépêche quelque part, où, en cette période de fin d'année, où les organisations de voyage demandent à tout le monde de ne pas aller en Centrafrique. Ou alors, si vous voulez aller en Centrafrique, ne quittez pas Bangui. Quel genre de tourisme vous pourrez faire donc, vous voyez ce que ça donne. À Bangui, en Centrafrique. Ça vient pas de l'extérieur. Les FACA, les forces armées centrafricaines qui sont en pleine reconstruction, si on peut dire, ont quand même besoin d'armes pour affronter les miliciens à l'intérieur du pays. Mais c'est pour cela que le président Touadéra a demandé depuis septembre, quand il était à l'Assemblée générale des Nations Unies,
n'est-ce pas, de lever cet embargo pour lui permettre d'acheter les armes et équiper son armée de manière à combattre les forces. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque là? Parce que la formation des différents membres de cette armée n'est pas achevée et qu'ils vont avoir des armes entre les mains, mais une arme, ça peut rapporter beaucoup d'argent au marché noir. Non, la formation n'est pas achevée. Je voudrais vous dire qu'elle ne va pas s'achever, mais il y a des formations, il y a des groupes, il y a des promotions pour parler comme un peu... oui, enfin la formation des promotions... Voilà, en même temps, il faut faire face. Bientôt, il y a l'Union européenne qui a pris, je pense, 2 régiments qui sont prêts à être opérationnels. Il leur manquait seulement les armes qui vont être livrées. Donc, l'Union européenne a pris la charge de former déjà presque 2 régiments militaires de la FATF. Il va falloir que les salaires soient assurés pour que la tentation... Tout ça participe de cela. Je pense que dans l'argent, les armes sont là, mais bon, il faut déjà avoir les armes. Mais on sait bien que la Centrafrique... Vous me permettez là d'évoquer une question, peut-être que c'est sous-jacent, votre questionnement, c'est sous-jacent. Comment on a livré les armes? La Russie livrer les armes. En fait, ce n'est pas une livraison gratuite. Elle vend les armes, comme tout le monde. D'ailleurs, la France aussi se positionne pour vendre les armes, pour revendre les armes à la Centrafrique. La Centrafrique n'a pas d'argent. Alors, posez-moi la question, comment on vend à quelqu'un qui n'a pas d'argent? En réalité, c'est les ressources du sol et du sous-sol centrafricain restent énormes, donc c'est de l'argent gagé pour avoir, donc, une fois de plus, ces armes, c'est hypothéqué pour les richesses du pays sont là. C'est les autres qui vont venir exploiter parce que ce n'est pas pour la beauté de vos yeux, n'est-ce pas, que ces armes sont données. Alors, il faut lutter contre ces forces du mal qui, elles-mêmes, en ce moment, perdurent dans cette stratégie de confrontation pour continuer à exploiter les mêmes richesses. En réalité, la Centrafrique s'est prise dans le taux des intérêts égoïstes des gens qui veulent chacun s'enrichir pendant que l'État s'appauvrit. Et puis, il y a une petite question qu'il faut se poser, comment les groupes armés qu'on manipule avec des étendards religieux, comment ces groupes armés font-ils pour disposer d'autant d'armes pour faire la guerre entre eux pendant si longtemps? Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, un pays, on doit lui donner le feu vert pour obtenir des armes, pour lever un embargo, etc. Mais les groupes armés, ils se servent là où ils veulent et là où ils peuvent, et ils maintiennent une atmosphère qui ne permet pas, encore une fois, au pays de même penser au redécollage économique. Donc là, il y a tous les ingrédients. Et la part de responsabilité. Tous les ingrédients sont en place. Problème religieux qu'on transforme en problème politique, trafic d'armes, trafic de diamants, de l'or, tout ça. Du bois. Ça fait beaucoup. Et la responsabilité des acteurs politiques. Les acteurs politiques, parfois certains sont mêlés à ces choses. Bien sûr, parfois certains sont mêlés parce que comprenez bien que, et pas seulement les acteurs locaux, même à l'extérieur, une fois de plus la question peut être posée, vous ne pouvez pas vivre longtemps si vous n'êtes pas soutenu quelque part. Et moi je pense qu'il faut que l'Afrique aide la Centrafrique à sortir de cette disposition, de cette situation difficile. Mais c'est à l'Union africaine certainement de prendre le relais et de répondre à cette préoccupation. À commencer par la CEAC, à laquelle appartient... L'organisation sous-régionale, effectivement, qui avait plaidé en son temps pour que l'embargo sur les armes en Centrafrique soit partiellement levé pour justement permettre au pays de se défendre contre les groupes armés. Pour la Centrafrique, il faut vraiment des actes forts pour décanter la situation. Sinon, on s'enlise et puis la situation perdure. Et je voudrais dire que le président Touadéra a demandé, c'est fait partiellement, mais c'est déjà fait. Maintenant, on va le juger. Aux actes aussi. Aux actes, voir comment maintenant il va faire face à cette situation. Une autre actualité importante que nous avons évoquée, c'est le congrès de l'ANC, le congrès national africain, parti de Nelson Mandela et maintenant du président Jacob Zuma, qui va être
obligé de passer la main dans quelques jours. L'ANC qui se choisit ce week-end le successeur du président Zuma. Ce sera soit son ex-épouse Dlamini Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, soit son vice-président Cyril Ramaphosa. La course pour la succession de Jacob Zuma à la présidence de l'African National Congress Party, l'ANC, s'ouvre ce vendredi avec la tenue du Congrès national du 16 au 19 décembre. Sur les starting blocks, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-épouse de l'actuel président sud-africain, et Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président. L'enjeu est très important car le futur président du parti a de fortes chances d'être le prochain président sud-africain. Une légère avance est donnée à Ramaphosa à la suite des votes des dernières fédérations provinciales de l'ANC. Cyril Ramaphosa a obtenu le soutien de 5 des 9 provinces du pays. Mais l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine peut compter sur le soutien des plus importantes provinces, notamment le KwaZulu-Natal, sa localité d'origine, ainsi que celle de son ex-mari, le président Jacob Zuma, également l'un de ses plus grands soutiens. Un appui toutefois qui pourrait s'avérer plus compromettant qu'avantageux à cause des nombreux scandales et affaires judiciaires qui ploient sur le dos du président sud-africain. Pour les observateurs, le vice-président Cyril Ramaphosa, porte-flambeau des réformateurs, a pratiquement surpris tout le monde, notamment en réussissant à obtenir le soutien de près de 200 fédérations au KwaZulu-Natal, qui est une province que tout le monde croyait entièrement acquise à Dlamini Zuma. On saura demain qui sera le prochain président de l'ANC, Cyril Ramaphosa ou Nkosazana Dlamini Zuma. Pour l'instant, on ne sait pas très bien à quel niveau il se situe, mais il semble que Ramaphosa a une légère avance. Oui, comme Ramaphosa a une légère avance d'après les observateurs sur place, et puis tous les signes montrent que de ralliement, montrent qu'il pourrait bien gagner, mais ce n'est pas donné du tout. L'ex-dame Zuma, du président Zuma, donc l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, n'a pas dit son dernier mot. Elle continue à se battre, pied ferme, pour qu'elle puisse remporter la mise. Mais pour l'instant, les tendances qui nous parviennent, les échos qui nous parviennent d'Afrique du Sud, montrent que Ramaphosa pourrait bien être le prochain leader de l'ANC. Alors, si Ramaphosa est le prochain leader de l'ANC, le président Zuma a des soucis à se faire. Dans tous les cas, il a déjà eu beaucoup de soucis, hein, donc ça ne fera qu'un de plus, mais peut-être un gros en plus. Mais bon, attendons de voir. Oui, parce que c'est la politique en plus. Hein. Aujourd'hui, hein, le discours, la dernière salve de Ramaphosa contre le président Zuma a montré qu'il voulait vraiment aller au combat parce que là, il faut vraiment rallier, mobiliser vos partisans. Mais quand on a le pouvoir, à en ce moment, on se rappelle un certain nombre d'exigences de pouvoir politique ou de la scène politique. Alors, on ne dit pas qu'il sera dédouané. M. Zuma a tellement de chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. On parle de 400, je ne sais pas combien. Il a tellement d'affaires juridiques, de scandales qui tournent autour de sa personne. Reste à savoir si, même si c'est son épouse qui venait à prendre l'ANC, reste à savoir qu'il pourrait échapper à tous les procès qui attendent sa sortie de scène. Et le problème, c'est que là, ils ne sont plus certains de l'emporter, l'un ou l'autre. De toute façon, quel que soit celui qui remplacera Jacob Zuma, pour l'instant, l'ANC n'a plus l'assurance d'être forcément le parti qui restera au pouvoir aux prochaines élections générales. Oh, à l'issue des prochaines élections générales. L'ANC, c'est encore une grande force, c'est encore une force sûre. Et donc, mais le parti est pourtant très fragilisé. On a suivi le discours du président Zuma hier, qui a parlé des divisions au sein de l'ANC, des différents problèmes qui minent le parti et qui ont fragilisé. Les plus grandes batailles vont se faire à l'intérieur. Et puis après, entre l'ANC et les autres, on peut dire qu'il n'y aura pas vraiment match, mais la vraie bataille va se faire à l'intérieur. Mais l'ANC a commencé à perdre forcément quand même aux élections locales des villes stratégiques. Oui, mais c'est pour cela que justement l'ANC en ce moment n'a pas envie que ça continue. Hein, et même à l'occasion de ce congrès, malgré les rivalités pour la désignation du successeur de Zuma, mais au fond, ils parlaient tous d'unité. Il faut que le parti sorte de ce congrès réuni
donc unis de nouveau pour faire face aux batailles électorales de l'année prochaine. L'ANC ne supporterait pas du tout de perdre le pouvoir suprême. Ils ont déjà perdu des pouvoirs locaux. Alors, je pense qu'ils sont sensibles à cette perte de vitesse, qu'il est question de tout reconquérir. Et c'est pour cela, c'est là la chance de Ramaphosa. Parce qu'à ce niveau-là, on voit dans Dlamini la succession, la poursuite pratiquement de la politique de Zuma. De Zuma, donc une sorte de famille qui continue en ce moment. Voilà. Et là, justement, il y en a qui évoquent cette forme de pouvoir familial qui se transmet d'époux à épouse, de père à fils. Bon, il y a eu des situations où on a forcé une succession par le fils, mais des fois, si on se demande si est-ce que c'est parce que l'un est dans le pouvoir, a le pouvoir, que son fils ou son épouse ne peut pas le succéder? Bon, ce sont des questions qu'on se pose. Dès l'instant où tout se fait dans les normes, bon, mais moi, ce qui me dérange, c'est que quand il s'agit de l'Afrique, on fait des grosses caricatures, mais on a vu en Amérique que il y a eu Bush père, et puis après il y a eu Bush fils. Ils ont été élus démocratiquement? Non, c'est pour ça que Georges a parlé tout à l'heure. En réalité, le problème, c'est que c'est une sorte de... On organise le passage du pouvoir d'un membre de la famille à un autre. Et c'est ça ce qui est gênant. Voilà. Or, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas, me semble-t-il, qu'un membre de famille qui est compétent, qui va à la bataille, qui choisit d'aller sur la même scène politique, alors s'il peut, par ses compétences propres, accéder au pouvoir, pourquoi pas. Mais il se trouve que souvent, on organise cette délégation de pouvoir, une sorte de royauté qui ne dit pas son nom. C'est ce qui est un peu gênant, qu'on passe de père à fils, de fils à maman ou à épouse, et tout cela, ça fait... Ça se fait normalement, avec des élections claires. Non, j'allais dire, il n'y a pas de problème. Mais quand, Clinton a été président, après sa femme a été candidate, mais elle s'est battue, tout le monde a vu. C'est pas parce que, alors, comme il disait Bush, père a été, mais après lui, ce n'était pas Bush fils il s'est battu comme ancien gouverneur, on a vu, mais il n'y avait pas une loi. Donc ça ne, au niveau de Clinton, c'est arrivé. Ça ne gêne pas plus que ça. Non, quelque part quand même, ça a une allure. En Afrique surtout, ça sent pas très bon. En réalité, ça sent pas très bon parce que faut quand même se dire qu'il y a des intelligences qui veulent s'exprimer. On est déjà dans des systèmes où les partis sont familiaux, tribalistes, tribalisés. Alors tout ça fait en sorte que certains rongent le frein pendant longtemps. À un certain moment, on se dit qu'il faut que ça change. Et d'ailleurs, il faut expérimenter beaucoup de choses. Mais il faut montrer sur le terrain qu'on est capable de gérer l'État. Montrer sur le terrain qu'on est capable de gérer l'État. On a justement en Autriche celui qui est devenu le plus jeune chancelier à 31 ans. C'est vrai qu'on n'est pas sur le même continent, mais bon, on va dire que ce sont des exemples qui pourraient inspirer pour faire davantage de place à la jeunesse, n'est-ce pas, Georges Abouké? Il y a l'exemple aussi de Macron qui continue de faire bouger... Oui, mais lui, il a 9 ans. Le chancelier autrichien a 9 ans de moins. Oui. Il a 31 ans. Oui, cela veut dire que les jeunes... La dernière fois, on parlait d'un jeune homme au Cameroun qui a 37 ans. Et qui s'apprête à briguer le poste de président de la République. Donc, tant qu'on remplit les conditions, tant qu'on est... En fait, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de maturité. Moi, je pense. On peut être jeune et mature, et alors avoir envie de faire bouger, de faire changer les choses. Et avoir une vision qui permette que les gens vous suivent. Alors le Maroc, là on est en économie, et ce sera certainement le dernier sujet. Le Maroc frappe à grands coups aux portes de la CEDEAO. Le Maroc est sur le point, sinon on avait pensé à un moment donné que le Maroc était assuré d'intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques réticences. Comment ça s'explique? Il faut voir ce qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire, derrière cette volonté d'intégrer une organisation régionale où le premier élément, c'est la géographie, la proximité géographique. Bon, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Maroc est un pays africain qui veut gagner des marchés.
La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon. Alors, mais seulement moi, je me pose seulement la question. Tout le monde le savait. Les chefs d'État africains qui ont accepté le principe d'accueillir le Maroc au sein de la CEDEAO le savaient en juin, quand ils ont accepté de donner l'accord de principe. Alors au moment d'entériner cet accord, on remet ça à plus tard. On réfléchit peut-être un peu par deux fois maintenant. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit en ce moment? La charrue avant les bœufs. Le Maroc semble avoir le soutien d'un géant de l'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire. Mais la CEDEAO, c'est plusieurs pays. Et la CEDEAO, c'est le Nigeria aussi. Ouais. Et le Nigeria, c'est une grosse puissance. C'est le géant nigérien. Alors, deux capitaines dans le même bateau, vous savez, bon, ça peut être... Et certaines voix disent que le Nigeria freine les quatre fers. À juste titre, je dirais, parce qu'au plan régional, de la constitution de cette entité régionale qui rentre dans la stratégie d'intégration africaine, c'est d'abord la délimitation géographique, et le Nigeria est dans son élément, alors que le Maroc n'y est pas. Maintenant, ce n'est pas seulement une question de la grande question, c'est que veut le Maroc en entrant dans la CEDEAO, plutôt que de réactiver les relations entre pays maghrébins. Je ne dis pas que le Maroc n'aurait pas dû demander cette intégration, mais il faut chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Et pourquoi la Tunisie aussi, un autre pays la Tunisie qui cherche, donc là également. Donc... Alors que veulent le Maroc et la Tunisie en intégrant la CEDEAO? Certainement que ces pays cherchent à appuyer et à apporter un nouveau souffle à l'organisation sous-régionale. En tout cas, la question sera à nouveau posée, messieurs. On aura l'occasion d'y revenir. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles au programme de la Belle Radio et Télévision. Excellente suite de programme.